Bonsoir, bienvenue pour cette troisième édition des Lundis de la Transition. Les Lundis de la Transition, c'est une initiative organisée par la ville de Marseille qui a trois fonctions. Premier but, c'est valoriser tout d'abord les acteurs de notre territoire, ce foisonnement d'acteurs de lieux transitionnels. D'ailleurs, merci beaucoup au Cloître de nous accueillir ici même aujourd'hui, dans cet endroit des faiseurs d'avenir, comme vous êtes vous-même baptisé. Vous nous présenterez tout à l'heure ce lieu et votre projet. Nous étions la fois d'avant, donc pour la deuxième session, à Issy-Marseille, dans les quartiers nord de Marseille également, mais sur le littoral, pour parler d'économie circulaire, d'une nouvelle forme d'économie autour du partage et de la circularité. Et puis, nous serons d'ailleurs le 19 avril au LICA pour discuter des questions de la liaison en fait, entre le numérique et la question écologique. Donc aujourd'hui, la troisième édition de ces lundis de la transition, l'idée c'est d'évoquer en fait les modes de financement alternatifs, mais également les modes d'accompagnement alternatifs pour accompagner donc cette transition écologique. On sait très bien que nous vivons en fait une course contre la montre qu'on est aujourd'hui en train de perdre. Il y a deux choix en fait, soit on continue dans le toujours plus, dans cette économie aujourd'hui qui nous mène vers l'abîme, soit effectivement il y a une bifurcation des modes de produire, des modes de consommer, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et on peut s'appuyer sur de nouveaux outils, des outils comme le revenu de transition écologique, dont nous parlera Dominique Bourg, mais également Sophie Swatton, qui l'ont théorisé et qui commencent à l'expérimenter, mais également d'autres outils comme les monnaies locales, comme l'énergie partagée, l'énergie citoyenne. Et donc, c'est de ces outils-là que l'on souhaite parler aujourd'hui, donc pour mieux accompagner et mieux financer la transition écologique. Mais je vais commencer cette émission en laissant la parole à Arnaud Castagnette, donc, qui est le directeur du Cloître, qui nous accueille aujourd'hui pour nous parler un peu du projet que vous avez monté, que vous commencez à initier ici même. Merci Sébastien. Arnaud Castagnette, donc cofondateur et directeur du Cloître pour la Fondation des Apprentis d'Auteuil. Le Cloître, puisque c'est ce qu'il était, a été rénové en 2018 pour être reconverti en un pôle d'innovation économique, sociale et environnementale. Donc il accueille aujourd'hui une quinzaine d'entreprises qui se sont toutes engagées dans des secteurs d'activité différents, puisqu'on y retrouve le numérique, la gastronomie, le maraîchage. Donc elles se sont toutes engagées à intégrer dans leur modèle la formation des jeunes issus du territoire nord de Marseille et plutôt issus des quartiers prioritaires de la ville. Le Cloître se situe dans le 13e arrondissement, donc ça en faisait une implantation stratégique pour ce projet. Donc aujourd'hui, le Cloître accueille un restaurant qui vient d'être inscrit au Michelin cette année, les Jardins du Cloître, avec un positionnement qui est de proposer une cuisine bio, locale et de saison, mais également de former des jeunes à ces métiers, puisque 8 jeunes aujourd'hui ont été intégrés depuis 1 an et sont formés au métier de cuisinier et de serveur en salle. Une conciergerie, la conciergerie solidaire, donc de service aux entreprises. Le paysan urbain qui, lui, développe le maraîchage et l'exploitation de micro-pousses biologiques. Eldephone, qui est un centre d'appel qui propose la formation de téléconseillers, un traiteur et d'autres organisations donc sur ce site, tous engagés non seulement à former des jeunes du territoire dans leur métier, mais également engagés à le faire de façon éco-responsable. Donc chacune des entreprises ici s'est inscrite dans un processus de tri, de recyclage des déchets en faisant intervenir des associations, des structures locales qui vont récupérer, trier et valoriser tous les déchets qui auront été produits sur le Cloître. Voilà, 2 ans d'existence, une année, la dernière, un peu compliquée, mais on continue à maintenir notre activité, notamment sur le restaurant, puisqu'il a choisi de s'engager à produire des repas solidaires pendant sa fermeture. Et ce sont aujourd'hui plus de 40 000 repas qui ont été produits pour le SAMU social et l'association Vendredi 13 avec les jeunes qu'on a choisi de maintenir en activité au sein du restaurant plutôt que de les renvoyer chez eux lors de la fermeture administrative. Voilà, nous sommes ravis d'accueillir les lundis de la transition puisque nous sommes inscrits dans ces sujets depuis l'origine. Et encore une fois, la Fondation des Apprentis d'Auteuil sera également ravie de pouvoir, en tout cas, accompagner, contribuer à ce projet. Merci. Merci à vous. Je vais passer la parole tout d'abord donc, à Dominique Bourg. Dominique Bourg, vous êtes philosophe, enseignant à l'Université de Lausanne. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la pensée écologique, sur l'Assemblée citoyenne du futur que vous avez théorisé, mais également sur le revenu de transition écologique, sur lequel vous travaillez depuis quelques années, donc avec Sophie Swatton, que l'on entendra après vous.
Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet du revenu de transition écologique, quelques mots sur le contexte et cette nécessité de bifurquer, de changer de modèle, effectivement, de productif notamment, par rapport à l'impératif climatique notamment. Alors, merci Sébastien. C'est Sophie Svaton qui a conçu cet instrument qu'est le revenu de transition écologique. Ce que je voudrais pour ma part faire, c'est restituer un petit peu le contexte qui permet de comprendre l'intérêt et l'utilité de l'instrument. Le contexte, il est très clair. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. On n'entre pas en transition écologique ni par idéologie ni par caprice. On le fait tout simplement parce que le volume de nos économies aujourd'hui, c'est-à-dire les flux de matière qu'elles nécessitent, les flux d'énergie qu'elles nécessitent sont les causes principales, auxquelles on peut ajouter pour la biodiversité et la démographie, mais sont les causes principales de la destruction de l'habitabilité du système Terre. C'est ça l'enjeu. Bien avoir ça en tête. Alors ça veut dire quoi ? Par exemple, aujourd'hui, on est à 1 degré, 2 dixièmes de plus que la seconde moitié du 19e siècle. Et dans 20 ans, on sera à 2 degrés, voire un petit peu plus. Ça veut dire quoi ? Bien, à partir de 2 degrés, vous avez toutes sortes de régions dans toute la ceinture tropicale, Amérique du Sud, Chine, Inde, Moyen-Orient, où en fait l'accumulation de chaleur et d'humidité vont faire que vous ne pourrez plus évacuer la chaleur de votre corps. Et donc en une dizaine de minutes, vous dépassez la température de 41 et vous connaissez la suite. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de changer. Donc effectivement, on doit du coup produire moins d'objets, produire moins d'infrastructures. Et pour y arriver, effectivement, il faut qu'on substitue à ces activités très consommatrices de ressources, d'énergie et de matière, des activités légères en ressources. Et c'est précisément le développement de ces activités légères en ressources que vise le revenu de transition écologique. Je laisserai encore une fois Sophie expliquer le détail, mais je peux donner quelques exemples. Ça peut être du débardage forestier avec un cheval, ça peut être de la réparation de vélos, etc. Ça, on est sur des choses très classiques, de l'agroécologie par exemple, de la permaculture, de la plantation de jeunes pousses pour les restaurants, etc. Mais il va falloir qu'on élargisse cette gamme. Et dans un premier temps, certaines activités ont du mal à se développer, elles ont besoin d'une aide transitoire. Et l'idée de ce revenu de transition écologique, c'est ce coup de pouce nécessaire pour permettre de shifter, de basculer d'une économie à une autre économie. C'est ça la finalité du revenu de transition écologique. Et je laisse à Sophie le fait d'expliquer bien comment ça fonctionne et sur quel mode de coopératif les choses peuvent fonctionner. Merci. On verra tout à l'heure la vidéo donc, de Sophie Swaton qui nous explique. J'aimerais vous interroger par contre sur l'échelon local. Comment est-ce que vous voyez donc le rôle des collectivités locales ? On sait que le rapport du GIEC avait estimé entre 50 et plus de 60% donc le rôle de ces collectivités locales dans les leviers d'action face au bouleversement climatique. Vous, avec l'expérience que vous avez donc, par rapport au revenu de transition écologique, mais l'expérience que vous avez sur différents territoires, comment est-ce que vous voyez ce rôle des collectivités ? Est-ce qu'aujourd'hui la collectivité impulse ? Est-ce qu'elle ne fait que coordonner et s'aimer des initiatives ? Voilà, comment vous envisagez ce rôle-là, puisque nous, on est aujourd'hui en phase de préfiguration d'une cité de la transition qui est portée par la ville, mais l'ensemble des acteurs de la ville. Donc voilà, j'aimerais un peu avoir votre regard, un peu de vue de l'extérieur, de comment ça se passe. Par définition, ces activités légères en énergie, ces activités légères en matériel. Alors déjà, légères en énergie, ça veut simplement dire qu'elles sont nécessairement locales. Si elles exigent des transports très importants, on sort de ce côté-là et on rentre dans une dépense énergétique qui est plus importante. Ensuite, évidemment, ce n'est pas à l'échelle de l'État centralisé qu'on peut inventer les activités. Par définition, inventer de nouveaux modèles, c'est toujours la décision, l'expérience, la prise de risque de certains acteurs. Et par définition, ça se fait à une échelle locale. Et ensuite, ce sont plutôt les politiques locaux qui connaissent bien leur territoire, qui connaissent les acteurs très importants, qui sont plus en mesure d'aider. Et donc là, on retrouve quand même le rôle, si vous voulez, de la fonction publique de manière générale. La fonction publique, elle n'a pas à se substituer à la création d'activités. Elle a à la faciliter, à mettre aussi peut-être des barrières. C'est-à-dire qu'il y a effectivement certaines activités qui sont trop destructrices. Donc elle a ce rôle à la fois de guide, de facilitateur. Je crois que le mot facilitateur est important, c'est-à-dire qu'il faut aider les acteurs.
Et puis aussi, on va le voir tout à l'heure avec la coopérative, les aider à s'aider eux-mêmes. Donc ça, c'est le rôle de la collectivité locale publique. Merci beaucoup. Donc, on va passer maintenant la parole à Sophie Swatton, qui n'a pas pu être avec nous. Sophie Swatton, qui est marseillaise d'origine, qui est philosophe également, économiste, enseignante à l'Université de Lausanne, et donc qui a fondé la fondation Zwin, qui veut dire vivre en grec, et donc qui expérimente, qui initie sur plusieurs territoires ce revenu de transition écologique. Donc c'est un peu le revenu de transition écologique, mode d'emploi, avec Sophie Swatton. Alors, le revenu de transition écologique, c'est un outil à disposition des politiques publiques pour accélérer, booster la transition écologique et solidaire sur les territoires. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une personne qui souhaite se lancer, par exemple, dans la fabrication de cosmétiques naturels ou se lancer dans une activité de construction sans béton avec ce qu'on appelle les matériaux biosourcés, ou se lancer dans la réparation de vélos ou réparation d'iPhone, de produits technologiques, etc. Alors, il aimerait le faire, cette personne aimerait le faire, mais de quoi elle a besoin ? Elle a besoin d'un revenu monétaire, bien sûr, mais elle a aussi besoin d'une formation. Je pense aussi à un agriculteur qui voudrait se mettre en bio, il faut bien un accompagnement, mais elle a aussi besoin d'une mise en réseau, c'est-à-dire de ne pas être tout seul dans son activité, mais de pouvoir bénéficier de l'ensemble des acteurs travaillant comme ça sur l'écosystème. Le but du revenu de transition écologique, c'est de soutenir toutes les personnes qui souhaitent s'engager dans la transition écologique et solidaire. Le RTE permet de créer des emplois, première raison. Deuxièmement, en intégrant tous les acteurs du territoire, des associations, des collectivités, des entreprises qui s'engagent dans la transition. Et puis troisièmement, c'est en train d'être fait. Certains se sont déjà lancés dans le nord de la France, dans Nouvelle-Aquitaine, et puis dans l'Aude, région Occitanie. Donc les expérimentations arrivent. Et en Suisse, il y a quelques jours, une annonce a été faite, notamment dans le canton du Jura. Le Parlement jurassien a accepté de se lancer également dans une expérimentation de RTE. Alors pourquoi Marseille ? J'ai grandi à Marseille. J'aime ma ville et justement, je suis inquiète sur l'évolution qu'elle pourrait prendre. Alors je vais donner trois raisons sur l'urgence écologique et sur le fait qu'il faut vraiment amplifier ce qui est déjà fait. Il y a déjà des choses, mais peut-être les amplifier. C'est au niveau de la pollution, bien sûr, pollution, et là je pense à la pollution aussi de la Méditerranée, l'érosion des sols, bien évidemment, et puis sur le réchauffement climatique, tout simplement. Donc on a besoin d'agir immédiatement, d'amplifier toutes les magnifiques initiatives que les Marseillais et les Marseillaises ont déjà mis en œuvre. Ça fait déjà plus d'un an que je discute et travaille avec la présidente de la métropole, qui est très impliquée dans ces questions, présidente du conseil départemental. Donc je dirais qu'avec la ville, avec le département, et il faudrait viser aussi avec la région, on a tous les ingrédients pour faire de Marseille et de la région PACA un exemple de région et de territoire engagé dans la transition. Merci beaucoup pour ce beau témoignage de Sophie Swatton, inspirant et encourageant pour expérimenter ce revenu sur notre territoire. On passe maintenant au second plateau donc, de la soirée avec, j'ai l'honneur de recevoir Laurent Laïc, qui est le fondateur de la VARAP, vous nous en parlerez tout à l'heure, Mathieu Sarrazin, qui est cofondateur de la Roue, donc la monnaie locale marseillaise, et Alice Alessandri, qui est animatrice du réseau Énergie partagée. Merci à vous d'être présent. Donc pour commencer, peut-être Laurent Laïc, parlez-nous déjà de votre activité et de comment est-ce que vous intégrez donc la question de la transition écologique, de l'impératif climatique à vos activités. Merci. Merci Sébastien. Bonjour à tout le monde. Donc la VARAP est un groupe d'entreprises particulières puisque ce sont des entreprises qui ont une raison d'être spécifique. La raison d'être de ces entreprises, c'est de permettre à chacun de relever la tête, de permettre à chacun de jouer son rôle, de redonner le pouvoir de jouer son rôle dans la société. Et pour mettre en œuvre cette finalité,
nous avons pris quelques options. La première option qu'on a prise, c'est l'option de l'entreprise. Donc on a monté des sociétés. Et ces sociétés vont se déployer sur l'ensemble du territoire national au travers de 4 thématiques, de 4 domaines d'expertise. Le premier, c'est l'environnement. Et dans l'environnement, donc, on va avoir un secteur de gestion des déchets, de réemploi de ces déchets, un secteur de gestion de l'eau et d'économie de l'utilisation de l'eau par la mise en place de compteurs intelligents ou de nettoyage. Ça, c'est un premier pôle d'activité. Un deuxième pôle d'activité qui est un pôle éco-construction, où là, on va utiliser des containers maritimes dernier voyage pour pouvoir leur redonner vie au travers d'une transformation que l'on va faire. Troisième secteur d'activité, c'est le secteur ressources et compétences, où on va travailler là sur l'évolution des personnes et la mise à disposition de personnel, avec beaucoup de formation derrière pour leur permettre de jouer eux aussi leur rôle dans la société, c'est-à-dire ce sont des agences de travail temporaire. Et enfin, un dernier secteur d'activité qui est le secteur santé. Donc ces 4 secteurs d'activité sont pour la plupart développés en entreprise d'insertion. Et la première remarque que j'ai pour répondre à votre question, c'est que transition écologique et transition sociale, c'est 2 mots indissociables. Parce qu'on sait que le progrès écologique ou le projet social, c'est le même combat. Et donc, nous, dans notre pratique quotidienne, je donnerai un exemple. On vient d'inaugurer la semaine dernière, le jour le 8 mars, journée des droits de la femme, un village en container pour les femmes victimes de violences conjugales. Il y a 50 places avec l'équipement RT 2012 totalement recyclé et fabriqué avec des personnes en difficulté d'emploi. Et on voit que ce projet va émarger à tout ce qui est bon sur un territoire, à la fois en termes d'emploi, à la fois en termes de reconversion d'un déchet qui est le container qui était en train de rouiller, et y compris pour sa destination, puisque au final, on s'adresse à une population extrêmement fragilisée à qui on va mettre un équipement de grande qualité, probablement le meilleur qui existe sur le territoire. Et donc, on voit au travers de cet exemple que les deux sont totalement liés. J'aurais pu prendre aussi la réparation de vélos, parce que ça a été cité, puisqu'on a une des plus grosses ressourceries de PACAS, est issue de notre travail. La deuxième remarque qui me semble très importante, et ça a été dit, c'est qu'il faut penser les choses, et on a des gens qui nous ont expliqué, qui pensent et qui travaillent sur ces concepts, mais il faut aussi pratiquer. Maintenant, il faut passer aux exercices pratiques, et il y a urgence à pratiquer de façon assez massive. La question de la transition écologique ou de la transition sociale n'est pas que l'affaire de militants, allez, je le dis, ou de bobos. Ça doit être l'affaire de tous. Et pour ça, il faut montrer que ça marche, et il faut que ça percole dans toutes les strates de la société. Et donc, pour aller vite, il faut faire ensemble. Collectivités, entreprises, associations, citoyens. Et pour ça, il faut tester des choses. Et donc, un groupe de notre taille, puisqu'on a 5000 collaborateurs dans le groupe et on est quasiment sur toutes les régions françaises, a ce devoir, aux côtés de ses partenaires entreprises, aux côtés de ses partenaires financiers, mais aussi aux côtés du territoire et donc des élus et des collectivités, de mettre en œuvre, de proposer des choses. Et on va proposer, nous, quelque chose qui permet de passer de la situation d'aujourd'hui à la transition écologique et sociale, qui est de dire pour toutes les personnes en précarité, comment on oriente leur travail progressivement, des gens qui travaillent dans le déchet sur des métiers traditionnels, comment je les oriente tranquillement et en souplesse pour qu'ils puissent faire de la revalorisation ou du réemploi. Et ça demande un petit peu d'argent à mettre sur la table qu'on va mettre nous. Le revenu de transition écologique n'est pas une solution, entre une piste, un outil pour permettre cette bascule vers des activités donc plus soutenables et une formation à ces métiers d'avenir. Tout à fait. Nous, on pense qu'il faut qu'il y ait une progression sociale aussi, puisque précaire, je suis précaire, je reste. Et les métiers de la transition écologique permettent cette progression sociale. Et donc, on veut marier le revenu de transition écologique à un objet social qui est la progression sociale. Et si on l'attrape sous ce biais-là, c'est un exemple, c'est un parti pris que l'on prend, on va le tester sur une centaine de personnes, grandeur nature, en mettant des systèmes d'évaluation pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, parce que si c'était si simple, on le saurait, tout le monde le ferait. Et ça, il faut qu'on l'apporte, nous, au territoire, avec nos partenaires, et c'est bien ça le sujet. Donc le revenu de transition écologique, nous, on y croit, dès lors que ça permet d'orienter nos activités vers des choses moins consommatrices de carbone et rentrant dans la protection de l'environnement, mais aussi dans cette capacité à développer la progression des personnes au travers de leurs emplois. Dites-vous bien que quand on est sur une chaîne de tri de déchets, qu'elle soit propre ou pas d'ailleurs, ce n'est pas un métier qu'on fait à vie. Ça peut être une étape, et cette étape, grâce au revenu de transition écologique, doit permettre cette progression sociale. Sinon, on ne fabriquera que du précaire, y compris au travers de la transition écologique.
Merci beaucoup, Laurent. Et vous avez complètement raison, effectivement, de lier à Marseille. C'est ce qui nous a animés dans la préfiguration de la cité de la transition, la question sociale, de la question environnementale, et c'est essentiel de la mettre au niveau de l'emploi. C'est pour ça que nous, la question de la formation des jeunes, notamment, on sait qu'il y a 50 000 personnes qui n'ont pas de qualification dans cette ville. C'est essentiel de valoriser de nouvelles filières, de créer de nouvelles filières et de former les jeunes, notamment qui sortent sans qualification, à des métiers d'avenir. Vous avez votre rôle, vous prenez votre part dans cette histoire. Et c'est important, effectivement, de pouvoir co-construire ensemble des outils innovants qui permettent d'avoir une ville plus soutenable, une ville résiliente et une ville inclusive. Merci à vous. Mathieu Sarrazin, donc, qui est animateur, fondateur même de la roue, de la monnaie locale marseillaise. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est déjà qu'une monnaie locale et à quoi ça sert? Bonsoir Sébastien, merci. Bonsoir à tous. Alors, la roue est en effet une monnaie locale. C'est une monnaie locale complémentaire et citoyenne. Donc en fait, c'est un outil qui va permettre plusieurs choses. Donc déjà, on parle de local parce que la roue, comme les 80 monnaies locales qui existent en France, ont pour objectif d'exister uniquement sur un territoire fermé. Donc dans le cas de la roue, on va être sur le territoire de Provence-Alpes, parce que ici on est donc sur l'association La Roue Marseillaise, qui fait partie d'un réseau qui est un peu plus grand, qui va sur le territoire de la région. Et complémentaire, parce que c'est une monnaie qui a pour objectif non pas de remplacer l'euro, mais d'être complémentaire, notamment pour les achats locaux, pour créer de la résilience sur le territoire. Et citoyenne, parce que c'est une monnaie donc, qui est portée par une association et qui a été gérée et qui est fondée et gérée par des citoyens. Donc c'est une monnaie, mais c'est aussi un moyen d'échange et un outil qui va servir à plusieurs choses. Donc la monnaie, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, mais on ne se pose pas tout le temps à chaque échange les questions de à quoi ça sert, à qui ça sert et où ça va. Et donc l'intérêt d'une monnaie locale, mais ça va être quand vous allez utiliser les roues. Donc là, vous pouvez voir des billets de roues. Ces roues vont rester sur le territoire de Provence et des Alpes du Sud et elles ne vont pas sortir du territoire. Donc en restant sur le territoire, l'intérêt c'est que ça va dynamiser l'économie. Donc il faut savoir qu'au bout de 2 à 3 échanges en euros, les euros sont épargnés et les banques classiques en fait utilisent cette épargne pour des projets et vous n'avez pas forcément la connaissance, que vous soyez citoyen ou entreprise ou collectivité, de comment ils vont être utilisés. L'intérêt avec une monnaie locale, c'est que là, cette monnaie n'est pas utilisée pour être thésaurisée, pour être épargnée. Donc vous allez la dépenser pour le commerce local, notamment de proximité. L'économie de circuit court. Tout à fait. Donc l'idée, c'est de favoriser les circuits courts, c'est de dynamiser l'économie locale et donc de favoriser aussi le commerce de proximité. Pourquoi ? Parce que, donc, adossé à cette monnaie locale, nous avons une charte de valeurs. Donc nous sommes dans une dynamique très inclusive. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner les structures dans la transition écologique et sociale. Et on a quand même une charte à signer et un engagement à aller dans cette transition. Donc nous, on ne va pas accepter, par exemple, les grandes surfaces ou l'agriculture industrielle ou intensive dans le réseau. L'idée, ça va être aussi d'être un réseau, une monnaie qui est un réseau pour le commerce de proximité et notamment pour dynamiser ce commerce dans les centres-villes qui dépérissent notamment dans les milieux ruraux. Un autre outil qui est lié à cette monnaie qui est très intéressant, ça va être ce qu'on appelle le doublement de la monnaie. Donc pour utiliser des roues, vous allez devoir aller dans ce qu'on appelle un comptoir de change. Un comptoir de change, c'est comme un guichet de banque qui va être tenu par un professionnel du réseau. Et vous allez échanger par exemple 50 € pour récupérer 50 roues. Donc vous allez pouvoir dépenser ces roues dans tout le territoire, dans tous les commerces qui acceptent et les entreprises. Donc il y a à peu près 1000 entreprises qui acceptent la roue sur le territoire. Et ensuite, les euros qui sont récupérés, donc il n'y a pas de création monétaire, sont mis dans ce qu'on appelle un fonds de garantie. Donc c'est un compte bancaire qui est placé à la Nef. La Nef, c'est une banque partenaire de notre monnaie locale qui va investir uniquement dans la culture, l'environnement et l'écologie et le social, tous les projets donc culturels, environnementaux et sociaux.
Et nous avons un partenariat qu'on appelle de prêt fléché avec la nef, qui est assez intéressant parce que les porteurs de projets au niveau local vont pouvoir nous faire remonter des idées. Et des fois, on a des projets qui sont très ancrés dans la transition, mais qui ont du mal à trouver des fonds, notamment parce que les banques classiques ne vont pas regarder l'aspect humain. Ce qui est différent, par exemple, avec la nef, où on va aller voir le projet, les porteurs de projets. Et nous, à la roue, on peut décider, donc les porteurs de projets de la roue, donc les entreprises et les citoyennes qui veulent s'impliquer dans la gouvernance du projet, peuvent décider que tel et tel projet va pouvoir être validé pour être financé. Et après, la nef, elle, va s'occuper de regarder la solvabilité du projet. Et donc, cet argent en euros ne dort pas, il favorise des projets locaux. Et à côté, vous allez l'équivalent en roue qui circule sur le territoire et qui va créer de la richesse et qui va créer de l'emploi, en fait, aussi, in fine, en circulant. Et comment est-ce que vous verriez une meilleure... Enfin, comment est-ce que les collectivités, par exemple, peuvent soutenir la diffusion de cette monnaie locale? Je sais que la mairie du 4-5 essaye d'expérimenter son territoire pour soutenir justement son tissu économique local, d'expérimenter la roue. Alors c'est compliqué, je crois, juridiquement, mais expliquez-nous comment une collectivité, dans les expériences qui viennent d'ailleurs, je pense au Pays Basque, en Bretagne, comment est-ce que ça peut... des coopérations fructueuses peuvent se nouer entre les monnaies locales et les collectivités? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'une monnaie locale se développe, il faut que ça représente la société dans sa globalité. Donc, on a besoin d'avoir dans le réseau des entreprises, des citoyens et des collectivités. Donc, c'est pour ça que nous, on échange avec les collectivités pour qu'elles rentrent dans le réseau. Et il va y avoir plusieurs façons de faire, plusieurs choses à mettre en place avec les collectivités. Donc, on a plusieurs collectivités, notamment dans la monnaie locale du Pays Basque ou à Grenoble, qui ont mis des choses assez intéressantes en place. Et à la roue, on commence notamment avec le Grand Avignon, qui est adhérent depuis quelques mois à la roue. Et donc, donc la première chose qu'on peut mettre en place, ça va être de mettre en place un système de mandat de prélèvement et de paiement pour payer les régies municipales en monnaie locale. Donc ça peut être comme ce qui se fait au Pays Basque, les cantines, les transports en commun comme à Grenoble où on peut payer le tram en cairn là-bas. Ça peut être comme à Avignon, on est en train de mettre en place le paiement pour les lieux culturels qui appartiennent à la collectivité. On peut imaginer aussi, comme ça se fait à Grenoble, d'avoir une partie des indemnités des élus qui sont en monnaie locale. Donc c'est aussi un indicateur très intéressant pour montrer qu'on est intégré sur le territoire. On ne peut pas mentir, tout ce qu'on fait en roue, on sait que ça va être dépensé sur le territoire. Et donc c'est un outil intéressant de RSE aussi pour les collectivités, pour montrer leur implication dans le territoire. Et après, on peut même aller plus loin, par exemple, tout ce qui est financement public ou subventions qui sont données en partie en monnaie locale. Et on a aussi des initiatives assez intéressantes qui ont été mises en place, notamment encore une fois à Grenoble, avec d'apporter du pouvoir d'achat, notamment via les CCAS, aux faibles revenus en monnaie locale. Dernièrement, la roue, via le Grand Avignon, a mis en place une bonification, c'est-à-dire que pendant plusieurs mois, on a eu chaque citoyen qui allait dans un comptoir de change, donc pour récupérer des roues, en échange des euros. Donc si quelqu'un donnait 10 euros, il récupérait 12 roues. Les 20% supplémentaires, cette bonification était financée par le Grand Avignon. Donc pour apporter, en période de crise, notamment avec le coronavirus, du pouvoir d'achat aux citoyens. Très bien. Merci beaucoup pour ces retours d'expérience. Alessandrie, on va passer à la question énergétique et à l'énergie citoyenne. Donc, déjà, expliquez-nous comment ça marche, comment est-ce que c'est utile et comment est-ce que ça marche, l'énergie citoyenne. Bonjour, merci pour ces lundis de la transition. Bonjour à toutes et à tous. Alors, énergie partagée, c'est un outil qui existe depuis 10 ans en France. C'est 2 outils en fait. 2 outils parce que d'abord, ça a été un fonds d'investissement, énergie partagée investissement, qui existe au niveau national et dans lequel chaque Français peut prendre, ou même plus, peut prendre des parts. Et cet argent est récolté. Aujourd'hui, il y a eu 6500 souscriptions dans ce fonds d'investissement. On est à
à plusieurs millions d'euros, bientôt 30 millions d'euros récoltés. Et avec cet argent-là, c'est des projets d'énergie renouvelable qui correspondent à notre charte, qui sont instruits par notre équipe d'instructeurs et qui sont développés partout en France. Le deuxième outil, du coup, celui pour lequel moi aujourd'hui je travaille, l'association Énergie Partagée, c'est vraiment le volet territorial d'Énergie Partagée, pour lequel des animateurs comme moi, comme mon collègue, on est 2 en région PACA, se mobilisent sur le terrain pour plusieurs choses, pour aller faire de la sensibilisation au niveau des collectivités, des élus, des habitants, dans le but de faire émerger des groupes de citoyens qui vont être porteurs de projets locaux d'énergie renouvelable. Et donc, on va les accompagner dans le montage de leurs projets. Les projets citoyens, du coup, c'est vraiment des collectifs qui peuvent associer des habitants, des habitantes, des collectivités, des entreprises qui voudraient, par exemple, investir ou mettre à disposition leur toiture, si on parle de panneaux solaires. Et l'objectif, c'est de s'organiser pour créer des unités de production d'énergie renouvelable. Qu'est-ce que c'est en PACA, on est essentiellement sur du panneau solaire, parce qu'on est une région très ensoleillée. Mais si on va plus dans le nord de la France, on va avoir des projets avec de l'éolienne, dans les régions plus rurales, des projets de méthanisation. On a quand même un projet en micro-hydraulique à Velot, à côté d'Aix-en-Provence, de centrale micro-hydraulique, qui a été rénové. En fait, c'est un ancien moulin qui a été rénové par des habitants. Donc ces habitants, en fait, s'organisent et vont s'organiser en commission. En commission, il y a ceux qui vont s'occuper, selon leurs affinités, plus du volet technique, comment on installe des panneaux solaires, plus du volet communication, comment on appelle des personnes à venir rejoindre le groupe, comment on appelle des personnes à venir investir dans ces projets, ou des commissions plus juridiques ou financières. Il y a plein de choses à faire dans ces projets. Et en fait, souvent, ces groupes commencent par être des associations, puis se transforment en sociétés. Donc, on parle de SAS ou de SCIC. Et avec ce statut-là, ils peuvent permettre aux gens qui le veulent de prendre des parts dans leur société. Et c'est comme ça que se réalisent les fonds propres de cette société qui vont permettre d'avoir une première somme permettant d'investir si on parle de panneaux solaires, dans les panneaux solaires. Voilà, donc c'est vraiment ce volet. On fait la transition avec les habitants sur le territoire, pour le territoire et pour ses habitants. Donc, un exemple concret de société qui s'est montée. Enfin, à Marseille, il y a une initiative, c'est Massilia Sun System, qui ont déjà développé 2 projets, je crois, c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres projets aujourd'hui en gestation, donc, où les Marseillais peuvent investir sur l'énergie d'avenir, qui est l'énergie renouvelable? Aujourd'hui, à Marseille, effectivement, Massilia Sun System, c'est le groupe local. Si vous voulez investir dans la transition énergétique, vous pouvez, comme je vous disais, soit prendre des parts au niveau national dans le fonds d'investissement, ou alors préférer choisir votre projet local, en l'occurrence prendre des parts ici chez Massilia Sun System. Mais il y a 30 projets dans la région PACA, ça dépend où vous habitez, qui existent aujourd'hui, et d'autres en gestation. Vous pouvez aussi, si vous avez un toit assez grand, on va dire 500-600 mètres carrés, le mettre à disposition, et pendant 20 ans, il va servir à faire de la production d'énergie renouvelable. Vous pouvez, si vous avez plus de temps, vous investir dans la coopérative la plus proche de chez vous et passer du temps pour aider ce groupe à trouver des nouveaux projets. Voilà. Merci beaucoup, Alice, pour ces initiatives. Mais merci à vous 3. Peut-être, Dominique, si une réaction ou peut-être une réflexion. Juste un petit complément, et c'est pour reboucler d'ailleurs avec ce que vous avez dit en entrée, et bien rappeler que écologie et social, c'est comme le recto et le verso d'une même pièce de monnaie. On peut le comprendre très facilement. Les inégalités sociales, c'est essentiellement des inégalités en matière d'accès aux ressources naturelles. Et de façon générale, l'écologie, c'est pas simplement éviter des catastrophes, parce que sinon, c'est pas très très motivant. Ça ne suffit pas. C'est aussi rechercher le mieux-être, de mieux vivre. Et en fait, on a de la chance, parce qu'on sait très bien que quand on maximise quelque chose, en fait, au bout d'un moment, ça perd de son sens, sa valeur, ça ne nous apporte plus. Et en fait, il faut qu'on recherche un peu dans chaque domaine l'optimum. Et c'est ça qu'on doit arriver à faire, vivre mieux en détruisant moins. Ça me semble assez intéressant comme finalité. Merci à toutes et tous pour vos interventions. Les lundis de la transition vont se poursuivre. Donc, le prochain rendez-vous, c'est le 19 avril. On sera au LICA pour traiter des questions numériques et écologie. Et on est
Marseille, en tout cas, est bien située pour évoquer cette question-là, avec des acteurs qui réfléchissent à ces questions, comme le LICA, ce laboratoire de la ville en mouvement, mais également, puisqu'on parle beaucoup de Marseille comme hub numérique, avec les câbles sous-marins qui arrivent à Marseille, ces data centers qui fleurissent un peu partout, la question de la 5G qui a été expérimentée à Marseille. Donc on évoquera toutes ces questions, en quoi le numérique peut être un outil de transition, mais également peut-être parfois peut avoir des impacts. Voilà, on évoquera cette question lors du prochain lundi de la transition. Ensuite, on enchaînera sur une session autour de l'agriculture urbaine. On sera au Talus pour évoquer cette question. Et puis, une date importante également, c'est le 2 septembre, donc juste avant le congrès mondial de la nature qui a lieu à Marseille cette année. On fera un forum au MUSEM sur les questions de la ville de Marseille et notamment des villes méditerranéennes en transition, avec l'Avitem notamment et d'autres partenaires pour évoquer donc cette question essentielle de la transformation de nos cités méditerranéennes vers des villes plus résilientes, des villes qui prennent en compte la question du bouleversement climatique. Merci à vous, bonne soirée.